Samedi 8 juin 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et à toutes. Tout de suite, dans les détails d'information de ce jour, page économique pour commencer. À partir du 3 septembre 2024, la compagnie aérienne Emirates proposera 4 vols hebdomadaires à destination d'Antananarivo. Des vols très attendus pour promouvoir les relations économiques et notamment le secteur touristique à Madagascar. Reportage signé Judigal Radjaniri. La compagnie aérienne Emirates prévoit 4 vols hebdomadaires à partir du 3 septembre 2024, offrant 360 places en totalité. Le Boeing 777-300 reliera Antananarivo, Dubaï et l'île des Seychelles 4 fois par semaine. Cet accord stratégique a été scellé lors du déplacement du président Andry Rajoelina à Dubaï le mois de février dernier. Les vols réguliers relieront désormais Dubaï à Antananarivo via les Seychelles, reflétant la confiance accrue d'Emirates envers Madagascar et la vision du président Rajoelina. Les horaires des vols ont été conçus pour optimiser les correspondances avec les principales destinations en Europe, en Extrême-Orient, en Asie occidentale et au Moyen-Orient, stimulant ainsi les voyages internationaux vers et depuis Madagascar. Cette initiative s'inscrit dans la politique générale de l'État, visant à promouvoir l'industrie touristique et à créer des emplois. L'arrivée d'Emirates devrait significativement augmenter le nombre de touristes. De plus, Emirates s'est bien positionné pour contribuer à la croissance continue du secteur aérien malgache. La nouvelle liaison d'Emirates, offrant une connectivité avec plus de 140 destinations de son réseau mondial, favorisera le tourisme et le commerce, tout en renforçant la position de Madagascar sur la scène internationale. Avec l'arrivée d'Emirates, Madagascar devient une destination de choix, largement couverte par les médias internationaux comme une destination phare pour 2024 et les années à venir. Ensuite, Madagascar dispose des qualités et les sites répondant aux exigences du skimboard selon Adrien Raza, champion d'Europe dans cette discipline sportive. Adrien Raza, qui compte parmi les influenceurs les plus connus au monde, est actuellement à Madagascar pour contribuer à la promotion du tourisme local. Plus de détails avec Fanjesen Mireille. Madagascar dispose d'un large littoral et l'une des plus belles plages du monde, a déclaré Adrien Raza, 4 fois champion d'Europe de skimboard, ce qui est un grand avantage pour Madagascar. Adrien Raza, de nationalité franco-malgache, s'est rendu à Ampef cette semaine pour identifier les sites propices à la pratique du skimboard et fera la promotion des diverses activités de la région. Tu as une planche en bois, tu cours, tu jettes la planche sur de l'eau, tu sautes dessus et tu glisses. Alors ça, c'est la base du skimboard. Avant, le fait que le pays, c'est une île, il y a plein d'îles, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de mer, et c'est facile de faire du skimboard en fait, parce que ça peut se faire partout où il y a de l'eau. Alors bien sûr, la plage, c'est le plus simple, et après sinon, des lacs, des rivières, même des petits endroits d'eau comme ça derrière moi, c'est possible de faire du skimboard. Alors je crois qu'il y a vraiment assez de trucs, assez de plages, même assez de vagues pour faire les deux types de skimboard et vraiment grandir un sport ici à Madagascar. Il a 4 millions d'audiences sur les réseaux sociaux pour valoriser les potentiels touristiques de différentes régions de Madagascar. Après Ampef, Adrien Raza s'envolera pour Morundave. Pour moi, c'était intéressant, étant malgache, de voir comment ils sont les gens, comment ils sont aimables, souriants. Et oui, juste de voir en fait mon pays, de voir mon pays, mieux le connaître. Mais vraiment, les scènes que j'ai voyagé beaucoup dans le monde, mais genre les endroits que j'ai vus à Nosy Be, les plages, c'est là-haut avec les plus belles plages que j'ai vues dans le monde. Cette initiative du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, qui fait partie de la stratégie d'influence marketing et de développement des marchés de niche, a le soutien de plusieurs partenaires et acteurs touristiques à Madagascar. Et le deuxième jour de la journée internationale de la région au GIR qui se tient à Saint-Bave dans la région Sava s'est axé sur l'atelier lié à la promotion de l'industrie et des investissements dans la région. Les investissements et la transformation d'autres produits à forte potentialité qui ne sont pas encore assez exploités dans la région de la Sava en dehors des produits qui font déjà sa renommée y ont été discutés. En outre, la promotion du secteur du tourisme a également été abordée lors de l'atelier de ce jour. Naté Rakoutmav nous en dit plus. Région de la Sava, une région qui regorge de nombreux produits et matières premières encore exploitables en dehors de la filière vanille.
La promotion à travers l'industrie de ces produits et l'attrait des investisseurs pour les exploiter est un des points présentés par les différents responsables dans les DBM qui développent le secteur de l'investissement à Madagascar, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, le ministère des Affaires étrangères, les opérateurs locaux et le Bureau international du travail ou OIT lors de l'atelier organisé aujourd'hui à Saint-Bave. L'objectif est d'attirer l'attention des investisseurs sur Madagascar, notamment pour la région de la Sava. Cette région a également besoin d'appui technique et de conseils pour valoriser ses ressources. Une stratégie sera mise en place par tous les acteurs impliqués pour mettre en œuvre les idées qui ont émergé lors de cet atelier. En plus des diverses matières premières encore inexplorées, la région de la Sava possède aussi des potentiels dans le domaine du tourisme. C'est ce qui a été discuté lors de l'atelier d'hier avec la participation du gouverneur de la région de la Sava et la ministre des Affaires étrangères ainsi que les acteurs du domaine de tourisme dans la Sava. La région possède toutes les caractéristiques qui font la renommée de Madagascar, notamment l'écotourisme. Cette région compte également 8 parcs naturels protégés. Elle possède des stations balnéaires, dont la plupart ne sont pas encore exploitées, et on y retrouve également différentes espèces d'animaux qui lui sont uniques, comme les caméléons. Les partenaires techniques et financiers de Madagascar et les ambassadeurs comme ceux de Maurice et de l'Algérie, ainsi que les représentants de l'Union africaine, participent également activement à ces ateliers. L'atelier de l'après-midi à Saint-Bave s'est poursuivi sur la participation de la diaspora malgache dans la promotion de l'économie locale. La journée internationale des régions à Saint-Bave s'achève demain. Cette dernière journée sera axée sur la visite des lieux spécifiques de la région. Le parti Avi ou Assavita Ifan Psaran appelle tout un chacun à attendre dans le calme les résultats du scrutin. D'un autre côté, le parti Avi se base sur le principe de la démocratie et affirme ainsi que l'élection est la base de la démocratie. Par conséquent, les coordinateurs nationaux n'approuvent pas ceux qui sont contre la démocratie. Selon les explications, l'Avi Leadership Academy ou l'école du parti est une pépinière du parti pour préparer les jeunes à prendre des responsabilités dans le pays, surtout maintenant que les élections municipales approchent. Le parti Avi appelle au calme tous les acteurs politiques ayant participé aux dernières élections législatives. Chacun doit attendre sereinement les résultats des élections législatives et faire confiance aux institutions en charge des élections, a déclaré le secrétaire général du parti Avi. L'Académie de leadership Avi, ou école du parti Avi, organisée dans tout le district, s'est poursuivie à Varadjan aujourd'hui. Le but de la formation de ces jeunes de l'Avi est de leur transmettre les principes de fondement du parti, notamment à l'approche des élections communales. L'Avi est un parti qui soutient le gouvernement actuel et participe activement aux élections. La formation des jeunes du parti Avi se poursuivra dans la région d'Itas le samedi 15 juin et après cela, ce sera au tour des jeunes de Vaknakarej, Manzakandjin et Bunglav. Dans un autre sujet, de nombreuses activités sont organisées cette année pour célébrer la fête nationale dans la municipalité d'Anoussial, district d'Ambouidjatchim. Le maire du Cru appelle tous les citoyens à lever le drapeau à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Fadjissel Mireille, sur les images de Hassan Rafal Zanari. La commune Anoussial, district Ambouidjatchim, organise de nombreux événements pour divertir et renforcer la solidarité de la population locale à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar cette année, comme des compétitions sportives dans le football, la pétanque et le fanourn. La participation au concours est ouverte à tous et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 juin, selon les explications du maire de cette municipalité. Une attention particulière sera apportée aux personnes et ménages vulnérables dans les 18 Fukuntan qui composent la municipalité d'Anoussial, car des activités sociales leur seront dédiées, a poursuivi le maire. Ce dernier appelle également tous les citoyens à lever le drapeau malgache en ce mois de juin. Lever le drapeau est un symbole de souveraineté nationale, de patriotisme et de solidarité. Et en ce qui concerne les actualités sportives, le match opposant les Barrés de Madagascar aux Comores s'est conclu sur une victoire des Barrés par 2-1. Et grâce à ce résultat, les Barrés de Madagascar sont en tête provisoirement dans le groupe I dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Il a été constaté lors de ce match que les joueurs malgaches sont prêts à décrocher de bons résultats sur la scène internationale. Plus de détails avec Saïd Sylvain.
56 secondes seulement après le début du match, Ryan Ravelsson a marqué le premier but pour les Barriers de Madagascar. Par la suite, le style de jeu des Malgaches s'est concentré davantage sur le défensif. Les Comoriens ont tenté de réagir en attaquant, mais ils n'ont pas pu marquer jusqu'à la fin de la première mi-temps. Les deux équipes se sont donc séparées sur le score de 1-0 à la fin de la première mi-temps. À la 66e minute, en seconde période, Madagascar a inscrit son deuxième but, encore grâce à Ryan Ravelsson. La confiance des joueurs malgaches a augmenté. Les Comoriens, de leur côté, ont répondu par des attaques et ont fini par marquer. Score final, 2-1. Le doublé de Ryan Ravelsson offre ainsi la victoire à son équipe. Cette performance permet à Madagascar de prendre provisoirement la tête du groupe I avec 6 points à l'issue de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, Israël pilonne samedi la bande de Gaza alors qu'un ténor du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz, menace de démissionner du gouvernement de Benjamin Netanyahou, faute d'un accord sur un plan d'action pour l'après-guerre dans le territoire palestinien. Reportage signé France 24. Des dizaines de bidons, tous complètement à sec. Ici, dans le camp de Jabalia au nord de Gaza, il faut faire la queue pendant des heures pour remplir quelques barils d'eau. Il n'y a pas d'eau ni de nourriture. Notre enfant est mort de soif. On ne se lave pas, on a de la crasse sur le corps, on n'a aucune hygiène. On n'a rien pour survivre, rien du tout. On attend que quelqu'un traverse la route pour qu'il ait pitié de nous et nous apporte de l'eau. L'eau, c'est ce qui crée la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Beaucoup de conduits d'eau ou de puits ont été détruits par des frappes israéliennes. L'eau est devenue une denrée rare à Gaza, où les ravitaillements restent très limités. Fortement bombardée, la zone a depuis été évacuée par les forces israéliennes, qui ont laissé derrière elles un paysage de destruction. Les salles de classe sont complètement incendiées, nos vêtements sont noirs. Nous sommes devenus des mendiants. Face à la pénurie d'eau potable, les Nations Unies ont alerté sur le risque de progression des maladies, notamment le choléra, favorisé aussi par les températures élevées, qui vont continuer d'augmenter avec l'arrivée de l'été. Ensuite, l'ex-chef de l'armée israélienne reconverti en rival politique de Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, devrait annoncer dès samedi soir, selon la presse israélienne, sa démission du gouvernement Netanyahou qu'il avait joint après l'attaque du Hamas le 7 octobre. France 24. Où les observateurs seront pendus à ses lèvres ce samedi soir, à l'occasion d'une conférence de presse qui pourrait peut-être redistribuer les cartes de la politique israélienne. Benny Gantz, leader du parti de l'Union nationale, membre du cabinet de guerre depuis le 7 octobre, pourrait annoncer sa démission ce samedi soir pour montrer sa nette opposition à la guerre menée par Benjamin Netanyahou. Il y a 3 semaines, Benny Gantz avait lancé un ultimatum au Premier ministre israélien et exigé des réponses sur la gestion de la bande de Gaza après la guerre. Il faut mettre en place une administration américaine, européenne, arabe et palestinienne qui dirigera civilement la bande de Gaza, jetant ainsi les bases d'une future alternative qui ne soit ni le Hamas, ni Abbas. Dans un plan en 6 points, Benny Gantz avait également proposé de démilitariser la bande de Gaza après l'éradication du Hamas et de permettre le retour des Gazaouis au nord de l'enclave à partir du 1er septembre prochain. Des demandes restées depuis lettre morte, vues comme l'un des principaux opposants à Benjamin Netanyahou. Benny Gantz s'attire les foudres du gouvernement depuis plusieurs mois, notamment après sa rencontre à Washington avec Kamala Harris en mars dernier. Un moyen à l'époque pour l'allié américain de mettre la pression sur Israël et de faire de Benny Gantz un interlocuteur crédible face à Netanyahou et ses alliés d'extrême droite. Une démission de Gantz, ancien chef d'état-major respecté de l'armée israélienne, ne ferait pas tomber le gouvernement. La coalition serait toujours majoritaire au Parlement. Mais sans son soutien, certains observateurs s'attendent à une nouvelle vague de manifestations auxquelles pourraient prendre part pour la première fois des soldats et des réservistes. A l'inverse, d'autres craignent une fuite en avant encore plus importante dans la guerre à Gaza, sans le contrepoids apporté par Benny Gantz au sein du cabinet de guerre.
Et pour terminer cette édition, alors que plus de 7 millions de personnes ont été déplacées par la guerre au Soudan, en un peu plus d'un an, les civils continuent de payer le prix du conflit au quotidien. Le village du Wad al-Noura est le dernier d'une longue liste à avoir été pris pour cible. Le bilan humain y est très lourd à cet effet. France 24. On en sait désormais un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé dans le village de Wad el-Noura. Selon les comités de résistance locaux, ces organes composés de civils qui ont été créés en 2019 après la Révolution et qui étaient censés organiser la transition démocratique du pays, au moins 150 civils ont été tués, dont 35 enfants à minima. Il pourrait y en avoir plus. Selon eux, il semblerait que les forces de soutien rapide aient demandé l'autorisation des civils pour pénétrer dans le village. Ceux-ci auraient refusé. C'est à ce moment-là qu'ils auraient ouvert le feu à l'arme lourde et au mortier. Des civils victimes du conflit, il y en a aussi énormément dans la ville d'El Fachir. C'est la dernière grande ville du Darfour à ne pas encore être aux mains des forces de soutien rapide. Et la situation empire jour après jour. Les forces de soutien rapide assiègent la ville. Il y a au moins 200 personnes qui ont été tuées au cours du dernier mois selon Médecins sans frontières. Plus de 1000 personnes qui ont été blessées. Et ce, alors que des centaines de milliers de personnes vivent dans El Fachir, notamment de très nombreux déplacés qui n'ont nulle part où aller, nulle part où fuir. Les combats sont toujours plus violents. Il n'y a plus de médicaments en ville, plus de quoi soigner les blessés. Les autorités ont dû larguer des médicaments par avion pour essayer de réapprovisionner le seul hôpital qui fonctionne encore dans El Fachir. Et selon Mini Minaoui, un chef rebelle de la région qui est allié avec l'armée, les forces de soutien rapide sont en train de rassembler leurs troupes aux alentours d'El Fachir pour tenter de mener une grande offensive et tenter de prendre le contrôle de la ville au cours des prochains jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre le premier prime de l'émission C'est toi le chef. Au revoir à tous et excellente soirée.